Voilà, tu peux y aller. Oui, oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter la défense européenne. Je m'étais engagé à faire ça il y a quelque chose comme 1 an et demi. Et on a retrouvé... Pardon? Tu m'entends? Oui, oui, c'est bon. Allô? Oui. Bon, donc, en avant-propos, j'avais envisagé de faire ce... Je disais que j'ai envisagé de faire cet exposé en 19, et puis on ne l'a pas fait, on le fait en 20, et tardivement. Bon, associer le mot défense avec le mot Europe, c'est pas toujours évident parce que en Europe, il s'est passé de graves conflits et donc faire cohabiter dans des dans des schémas des gens qui étaient ennemis était quelque chose de très difficile. Alors, pour essayer d'expliquer ça, comment l'Europe a été voulue, eh bien, je vais procéder en 4 temps. Premier temps. Allô, tu m'entends? Oui, oui, non, mais là, il y a de la friture un petit peu. Qui est-ce qui... Non, Il y a quelqu'un n'entend pas bien, je crois. En premier temps, alors je vais vous proposer d'expliquer ce qu'on entend par Europe et pays éligibles à notre problématique du sujet de défense. Deuxième temps, bon, je vais lister sans trop détailler quels furent les grands points de passage pour arriver à mettre sur forme, en forme une défense. Hein. Et puis, troisième point, présenter des applications hein, de ce que l'on nomme la politique de défense commune européenne, la PDCE. Et après, on discutera de tout ça si on a encore le temps, sachant que le sujet peut être délayé pendant de nombreuses heures. Nous avons eu, vous avez eu, parce que je n'étais pas encore là, une conférence. Yves nous l'a mise en ligne. Cette conférence était très bien faite. Bon, seulement, elle s'est arrêtée en 2010. Donc, je reviens dessus, mais surtout, je vais un peu plus loin. J'espère que je vais plus loin. Voilà. Alors, passons donc au premier point que je voulais expliciter. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Qu'est-ce qu'on entend par Europe? Ce qu'on entend par Europe, c'est... Alors, il faut aller, si vous voulez, sur les cartes que l'on a en 1, 2, 3. Voilà, qu'est-ce que l'Europe hein? Alors là, je suis parti sur Alors, il faut que tu partages l'écran là pour qu'on le voit, parce que là, on ne le voit pas. Hein. Ah, vous ne voyez Donc, pas. tu vas en bas sur le petit bouton vert, hein, Oui, et puis tu fais partager. partager. Alors là, je partage rien, mais je vous vois, mais je ne vois plus mon texte. Oui, Oui. ben, Je cherche partager où je l'ai. En bas, non? Je sais où. Comment? Bougez la souris, il apparaît en bas, partager l'écran. tu appuies sur le bouton partager et il y a une. Pardon, oui, c'est bien joli. Oui, donc, écran partagé, mais. Tac, voilà. Voilà, je sens que ça va venir. Voilà. Bien. Alors, Bravo. une définition, il y a plusieurs définitions de l'Europe. L'Europe, c'est avant tout un continent, c'est ce qu'on apprend à l'école. Et là, justement, le schéma que l'on a devant les yeux, ce qui est rouge, c'est l'Europe géographique. Ça va donc des monts Oural jusqu'à l'océan Arctique, l'océan Atlantique, la Méditerranée, et sachant que la mer Noire est en partie dedans. Et on va jusqu'à la côte ouest de la Caspienne. Là, ça, c'est l'aspect continent géographique. Ensuite, bon, on peut l'expliquer par les États. Bon, les États, vous les connaissez tous à peu près. Ça dépend de la période de laquelle on parle, mais l'État en gros 50 pays, dont des petits tout petits comme le Vatican, Monaco, et des États qui n'existaient pas il y a de nombreuses années, c'est la Lettonie, l'Estonie, hein, qui ont été des partitions de colonies russes ou de territoires de régions russes. Bon, après, alors ça c'est l'Europe des États, il y en a une cinquantaine, et ensuite l'Europe économique, l'Union européenne, pardon, pas l'Europe économique, c'est une sous-famille. Alors, elle est née au XXe siècle, hein, et ce sont aujourd'hui 27 pays qui arrivent à composer, travailler ensemble. C'était au 28 jusqu'à il y a quelques temps, mais l'Angleterre en est sortie.
La population est à peu près de 490 millions d'habitants, ça dépend des périodes, même au XXe siècle, c'est ça. Et nous allons pouvoir aller maintenant plus loin. J'ai perdu, ah, ça y est. Alors, le relief de l'Europe, on le connaît, c'est des montagnes, hein, on sait, des plaines irriguées, beaucoup de rivières qui récupèrent cette eau pour l'envoyer aux océans. Et on se rend compte qu'effectivement, construire une Europe avec autant de diversité géographique, mais ça pose des problèmes. Les gens n'ont pas les mêmes problèmes. Les gens de zone de montagne ne sont pas du tout avec les mêmes problématiques que les gens qui sont en plaine et qui ont pour voisins des gens turbulents ou des gens plutôt sympathiques et faciles à vivre. Donc on se rend déjà compte que c'est un territoire qui sera très vaste et avec des contraintes et des ambitions et des envies différentes. Alors, on arrive maintenant sur ce qui peut être la carte européenne des régions, pas des régions, des nations ou des États. C'est l'Europe d'aujourd'hui. C'est la communauté européenne d'aujourd'hui, sans la Turquie, sans l'Islande qui en est sortie, et l'Ukraine et la Biélorussie qui ne sont pas avec nous, et la Moldavie toujours en examen de passage. Tous les autres sont chez nous, je ne pense pas trop me tromper quand je dis ça. Alors, on se rend compte que c'est un territoire vaste, mais qui, en gros, fait à peine les 2/3 de la surface de l'Europe géographique. Donc, là encore, la possibilité d'accepter d'autres candidats à l'Union européenne dans les années qui viennent. Alors, les pays, oui, je précise ici que les pays transcaucasiques, hein, qui sont par ici, hein, dans ce coin-là, eh bien, sont des pays qui sont européens et qui, certainement à terme, demanderont leur entrée en Europe. L'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, et sans parler de leurs provinces scissionnistes desquelles on a parlé durant les 8 dernières années. Et puis en plus, il faut savoir qu'en Europe, on a tous les territoires hors métropole qui sont les territoires appartenant aux pays européens, les anciennes colonies et les territoires, les îles que l'on a, hein, que ce soit les îles, par exemple d'Haïti, on ne les voit pas là bien sûr, hein, les îles Madère pour les Espagnols, ce sont des régions ultra-périphériques. Et celles-ci ont quasiment respectent les mêmes règlements que l'Europe et les mêmes avantages, mais aussi inconvénients si inconvénients il y avait. Voilà, si vous voulez, pour cette partie Europe. Alors, après, il doit rester que là, réellement à la fin, oui, moi, sur cette carte, on montre où se trouvent les richesses et où il y a beaucoup plus de monde. Donc, les zones rouges sont les zones fortement habitées, peuplées. Donc, la grande majorité du peuple se trouve dans cette banane, en gros, qui va du sud de l'Italie jusqu'à l'Angleterre, en passant par le bassin rhénan et l'Allemagne, l'ancienne Allemagne RFA, fédérale. Oui. Ensuite, bon, ça c'est les climats. Bon, pour les climats, c'est juste pour imager que les problématiques climatiques seront différentes. Donc, si on veut réfléchir à un moment donné sur les problèmes d'énergie, eh bien, ça entre en ligne de compte. Voilà pour ce qui est le positionnement de l'Europe. Alors ici, quelques dates. C'est pour les enfants. Bon, je ne vais pas trop insister dessus. Je vais revenir dessus ultérieurement dans le discours après. Les grandes étapes, c'est 57, l'Europe des 6, 73, l'Europe des 9. Pour nous qui avons vécu tout ça, on se souvient à peu près de ce que ça veut dire, mais on en reparlera après. 81, nous étions 10, 86, 12, 95, 15, en 2004, 25, 2007, 27, après nous avons été 28, et maintenant nous sommes revenus à 27. Voilà. L'Europe a un drapeau européen que vous connaissez. Là, c'était, vous voyez, il n'y a que 12 étoiles, donc c'était il y a longtemps. Ensuite, on a un hymne, vous connaissez,
on a une monnaie qui est l'euro. Voilà. Alors, l'Europe se réunit à Bruxelles, siège de la Commission européenne, qui propose et exécute les lois. Et puis, le Parlement, lui, siège à Strasbourg. Et c'est le Parlement qui vote les budgets, bien évidemment. Et je vois que là, mais je ne me souviens pas de l'avoir vécu, le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Alors, c'est un rappel qui peut servir à nous tous. Voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire sur ce point-là. Alors, c'est un peu la fin de la préambule. Maintenant, essayons de voir les idées, l'origine des idées de la construction d'un groupe de nations européennes. Fort d'un constat, de nombreuses guerres, 14-18, 39-45, des élus politiques de divers pays européens ont développé des réflexions sur les stratégies à développer pour que ça ne se reproduise pas. Il faut dire qu'au début, nombreux étaient pessimistes sur l'entreprise, mais certains y croyaient, donc ils ont avancé. Il faut prendre aussi en compte que la révolution de 17 en Russie a permis la promotion du communisme et après les crises économiques de 26-30, la montée du fascisme en Europe. Et ces deux phénomènes ont posé de graves problèmes de démocratie, notamment en Europe, que ces pays soient bien sûr de tendance de gauche ou à tendance libérale. Alors les noms de quelques politiciens qui ont été les pères de l'Europe, vous les connaissez tous, mais de les rappeler, ça fait du bien. Johan Wilhelm de Hollande, Robert Schuman le français, Alcide de Gasperi l'italien, Joseph Beck luxembourgeois, Henri Spaak le belge, Konrad Adenauer, très important. Et ces personnages ont été aidés de Jean Monnet, qui était un haut fonctionnaire, travaillant et connaissant très bien Schuman. Bon, tous ces gens-là ont cherché à penser des parades politiques, l'orientation sociale, dans le cadre de la création de l'entité qu'ils ont nommée les États-Unis d'Europe. Ils appelaient ça comme ça. Bon, ils ont pensé ça dès 1935. Donc, cette démarche a survécu, a vécu le Front populaire. Elle a vécu la très forte poussée du national-socialisme en Allemagne, la déclaration de guerre de 1939, le franquisme en Espagne et le fascisme de Mussolini. C'est pour le rapprocher par rapport à ce que je disais dans le premier point. Alors, en parallèle, le communisme s'internationalisait, depuis les Comintern 1 et 2, et la dictature soviétique de Staline s'installait à l'Est. Alors que l'Angleterre réglait ses problèmes d'empire colonial, elle, parce qu'elle pensait surtout à se dépatouiller de ce problème-là, la France ne l'a pas fait. Et heureusement qu'elle ne l'a pas fait avant le début des années 50, parce que sinon, elle n'aurait pas été, elle n'aurait pas su réagir quand il le fallait aux événements militaires de 1939. Donc, de ne pas. Et en plus, elle s'est aidée fortement de ses colonies pour envoyer les jeunes des coloniaux faire la guerre avec les Français contre les Allemands. Donc, voilà, si vous voulez, pour la période, pour les quelques noms de gens qui ont mûri un peu l'idée. Alors, durant la période 39-45, les États européens développèrent la construction militaire. On a fabriqué beaucoup de matériel. Mais évidemment, on s'en est servi. Et beaucoup de gens ont été tués. Le principal champ des territoires européens durant cette guerre, mais pas seulement. Après l'entrée en conflit du Japon, allié d'Hitler, que les Américains allaient chercher dans le Pacifique, ces situations laissèrent les économies exsangues, beaucoup d'orphelins et une coupure du monde en deux blocs. L'Est contre l'Ouest, le libéralisme donc contre le socialisme, ce qu'on appelle la guerre froide. L'Allemagne vaincue de sa guerre de revanche contre la France fut à nouveau humiliée et paya très cher l'initiative. Tu fais avancer ton document là, parce qu'on ne voit plus le texte là. Tu fais. Ah oui, c'est là. Voilà, c'est bien. Allez. Voilà. Bon, le rideau de fer a coupé l'Europe en deux, allant de Stettin sur l'Oder en passant par la Ness jusqu'à Trieste, à peu près. La Yougoslavie était en dehors puisque c'était un pays socialiste non aligné. Bon, l'Allemagne est occupée par les gagnants de la guerre, USA, Grande-Bretagne, France et Russie, ceux qui étaient les quatre
à se partager l'Allemagne. Et donc, ensuite, alors, on va passer à l'affirmation d'envie. Là, c'était comment on s'est donné l'envie. Maintenant, on affirme les envies. On affirme, oui. Alors, les envies d'Europe, on les constate par les traités. Fort de la connaissance de l'histoire des pays d'Europe jusqu'à la fin du conflit 39-45, nous voyons que construire une Europe unie avec les pays ou les nations ne sera pas chose facile, mais les pères de l'Europe voulaient expressément éviter donc à nouveau un conflit. Alors, en un premier temps, limiter les possibles envies d'hégémonie de Staline aussi. Les nations d'Europe de l'Ouest, en dérogation du traité de Potsdam de 1945, se réarmèrent. Et vous savez qu'il avait été interdit à l'Allemagne de se réarmer à la suite de la perte de la guerre. En perte de la guerre, il ne fallait pas se réarmer. Or, pour lutter contre le communisme, qui devenait quand même un peu, enfin même très, très présent à l'Est, venant de Russie, eh bien, tout le monde, les Américains surtout, ont dit, si, il faut que les Allemands de l'Ouest puissent s'armer. Donc, on a permis aux Allemands de l'Ouest de redémarrer une fabrication d'armes et puis de monter des stocks de matériel sous surveillance bien particulière, certes, mais ils se sont armés. Le début des années 50 fut économiquement difficile pour tous les Européens. La reconstruction se faisait, mais il ne créait pas beaucoup de richesses à partager. Le développement de l'industrie électromécanique, stimulé par la relance militaire, donnait envie aux compétiteurs entrepreneurs, donc à ceux qui agissaient en entreprise, de vendre à l'étranger, d'où la création de la CECA puis de l'Euratom. C'est la période où on a essayé et on a bien fonctionné en mécanique en Europe. Ensuite, ces deux projets européens ont servi d'aiguillon. On a vu que ça marchait bien. Donc, ça donnait envie à certains d'encore plus se regrouper pour faire des choses ensemble. Donc, l'idée de défense européenne est devenue, dès ce moment-là, donc autour des années 50, un axe fort et porteur d'espérance, notamment en avancée diplomatique. Quand on est armé, on ose plus facilement aller parler haut et fort. Donc, il fallait s'armer. Tout le monde en était conscient, mais comment faire? De 48 à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà maintenant le cheminement des différents traités. Succinctement, voyons comment l'Europe s'est construite et comment sa défense s'est développée. En 48, traité de Bruxelles avec 1, 2, 3, 4, 5 pays, hein, et puis nous, 6 pays. Voilà. L'objectif, c'était coopération économique, sociale et culturelle, avec un volet de défense, mais un volet de défense collective réciproque entre les membres. En 49, naissance du Conseil de l'Europe. En 52, la CED, européenne de défense, avec la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, Pays-Bas, République fédérale allemande. L'ambition, c'était de créer à ce moment-là une armée européenne à commandement OTAN. Mais ici, ça n'a pas marché parce que les Français n'ont pas voulu. Pour des raisons que je n'expliquerai pas là, c'est trop long. Et politique aérienne franchouillarde. Voilà. En 1954, la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas, RFA, Grande-Bretagne, plus Portugal et Espagne en 90 et la Grèce en 95 créent l'Union occidentale. Devenait l'Union d'Europe occidentale. Ce traité était pour la défense et la sécurité. Donc déjà dès 1954, mais cette idée a maturé quand même tranquillement jusqu'en 90, c'est-à-dire qu'il a fallu 45 ans. Oui, non, 35 ans. C'est long. Ce traité était pour la défense et la sécurité. Il devait favoriser les coopérations et l'identité entre eux pendant la guerre froide et montrer surtout aux Américains notre détermination face à l'Union soviétique. C'était un moyen de leur dire, voyez, nous, on bosse, on va freiner le communisme avant qu'il traverse l'Atlantique, il faut d'abord qu'il nous passe par-dessus. C'était un gage. En 1957, le traité de Rome, on l'a tous vécu, on s'en rappelle tous, communauté économique européenne. Alors là, on parlait que
que de commerce. Hein. De temps en temps, j'ai un Larsen terrible, là, je ne sais pas d'où il vient. Oui, ben non, mais... En 1976, les États européens de l'OTAN ont créé le groupement européen indépendant de programme, chargé de tous les aspects d'armement. Alors, les pays concernés, ben, c'était Belgique, Danemark, enfin, c'était tout ce que vous voyez là devant vous. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. En 92, 2 ans après la chute du mur, l'Union européenne occidentale change en rôle, de guerrière défensive et agressive, comme elle était prévue au départ. Elle devint plutôt humanitaire et sociale. Elle eut pour rôle l'évacuation des ressortissants, le maintien de la paix, mais fut encore forcée de combattre en temps de crise. Quand même, mais il ne pénétrait sur le champ de combat que sur la pointe des pieds tout à fait à la fin. C'est à ce moment que les prérogatives du groupement du GEIP reviennent aussi à l'Union économique occidentale. Je n'ai plus rien. Il n'y a plus rien. C'est à ce moment que les prérogatives du groupement reviennent à l'UEO et le nom de l'ensemble devient GEAO, Groupement d'armement de l'Europe occidentale. Donc on voit bien que là, l'armement devient un point crucial important. Ainsi, la nouvelle entité maîtrisa les objectifs assignés et sa stratégie. La stratégie d'armement à acheter ou à fabriquer chez ses membres. Alors, on remarque que le domaine de la défense, dans le domaine de la défense, l'Europe commence à se donner des moyens de son efficacité. À ce moment-là, il aura donc fallu 47 ans après la Deuxième Guerre mondiale. C'est très long. Après, au moins, déjà pendant 47 ans, on n'a pas eu de conflit entre nous. Le 1er novembre 1993, application du traité de Maastricht. Là, on s'en rappelle tous, on était tous déjà des adultes. Politique étrangère, ESC, étrangère, sécurité commune. C'est le premier traité très généraliste, allant de tous les domaines de l'activité intérieure, de la justice et des affaires intérieures, à la défense et à la diplomatie. Ensuite, ce traité qui abordait les politiques commerciales communes, les développements, l'environnement, l'euro, l'immigration. Voilà. Il a fait passer l'idée de la PECSC à la PESD. PESC, c'est politique européenne de sécurité commune à la politique européenne de sécurité et défense. La différence entre sécurité commune et sécurité de défense. Il comprenait l'armement en annexe. Alors, c'est ce que je viens de dire, défense et c'est communautaire. Alors, notamment à propos de l'armement, il était proposé une coopération renforcée pour créer une agence européenne de l'armement, sachant que le Danemark n'a pas voulu entrer dedans parce qu'il a voulu rester neutre à ce moment-là. En 1995, création du groupe politique d'armement, Polarm. On ne va pas trop rentrer dans le détail de ça, composé des ministres des États membres, qui devint le comité COARM. Il sert à quoi? Il donne des avis au Conseil de l'UE, tant du point de vue technologique que sur l'exportation à des pays tiers pour lesquels on serait tous d'accord. Parce qu'à ce moment-là, en ce temps-là, il fallait l'unanimité. Depuis 1996, ce groupe est composé de l'Allemagne, de la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Il était chargé de proposer aux membres de l'UE des programmes d'armement. La Belgique et l'Espagne furent de nouveaux producteurs de matériel militaire, ensuite, et entrèrent dans le groupe respectivement en 2003-2005. 1997, l'idée devient mûrie encore de plus en plus dans la tête des Européens, des représentants, de nos représentants à l'Europe. Le traité d'Amsterdam, qui, lui, je retiens qu'il a choisi un premier secrétaire général de la PESC en la personne de Javier Solana, sachant qu'il était auparavant secrétaire général de l'ONU. Donc ça montrait justement la volonté d'avoir mettre un personnage important qui connaît bien les problèmes guerriers et les problèmes de diplomatie au niveau mondial. Donc l'Europe se l'est payée en quelque sorte. 98, déclaration franco-britannique, qui n'a pas servi à grand chose, sinon
de mettre d'accord les Français et les Anglais sur une étape fondatrice de la politique de sécurité et de défense. En effet, avant 1998, les Britanniques systématiquement refusaient les missions de défense, en préférant les laisser à l'OTAN. Dorénavant, l'UE a la possibilité de mener des opérations militaires avec ou sans les moyens de l'OTAN. Avant, c'était le veto total. Jamais les Anglais n'acceptaient que nous prenions une initiative pour nous défendre tout seuls. 1999, à Helsinki, la décision de créer une armée de 60 000 hommes pour réaliser des missions de l'UEO fut prise. Objectifs humanitaires, évacuation, rétablissement et maintien de la paix, création d'organes politiques et de structures militaires pour décider et conduire une opération avec un état-major de l'UE, donc permettre aux gens des pays ayant des difficultés de se défendre et d'arriver à se débrouiller un peu seul. Alors, on verra plus tard que c'est encore très difficile à mettre en œuvre. En 2000, traité de Nice, qui n'est entré en vigueur qu'en 2003. Il faut toujours 2 ou 3 ans entre un traité, c'est un traité et la vue de sa mise en place dans les faits. Et confirmation en 2003 de la création permanente de la structure politique et militaire, établissement du catalogue des capacités de chaque pays, et tant en matériel qu'en personnel. Parce qu'effectivement, la défense militaire sera issue de l'Europe, sera issue de tous les pays contributeurs. Donc il était bon à ce moment-là, mais on a décidé à ce moment-là seulement de dire quel matériel on avait dans chaque pays à notre disposition, quel personnel avec quelle qualification. Dès lors, la PESD devient la PSDC, donc politique de sécurité et de défense commune. Voilà, si vous voulez, où on en est. Alors, 2002, et on vit toujours sous cette politique pour l'instant. En 2002, le sommet de l'OTAN à Prague, stipulant, alors je fais le rapprochement avec l'OTAN parce que il a fallu que les gens de l'OTAN soient d'accord, puisque parmi les gens de l'OTAN figurent 17 et 18 Européens de l'ACE. Et par contre, à l'OTAN, il y a des gens qui ne sont pas du tout européens, qui pour l'instant sont candidats mais ne sont pas entrés, comme la Turquie notamment. Alors, on était au sommet de l'OTAN à Prague, stipulant que l'UE peut disposer des moyens militaires de l'OTAN pour engager en son nom, donc c'est en gros nom, des opérations extérieures à l'Europe. La première fois fut la mission opérationnelle de maintien de la paix en Macédoine en janvier 2003, qui n'a pas été d'un grand succès, mais qui a quand même permis de mettre le pied à l'étrier. En 2003, Thessalonique, la réunion de Thessalonique, c'était l'approbation d'une stratégie commune, une stratégie européenne de sécurité commune, et qui avait pour mission, eh bien, à ce moment-là, on décline plus précisément tout ce que cette stratégie pouvait mettre en œuvre. Prévention des conflits par combinaison de moyens d'action concertés, civils et militaires. Construction de la sécurité dans le voisinage européen, Moyen-Orient, Balkans, Caucase. On s'en rend compte encore aujourd'hui. Défense du droit international. Opération souvent de sous-traitance par l'ONU. C'est l'ONU qui nous dit d'intervenir, donc il doit aller trop vite. J'ai sauté. Excusez-moi, je reviens à l'arrière. Ça fait Lisbonne. Je ne suis pas encore. Non, pas encore. Voilà. C'est bien ça, page 12. Alors, en 2004, la création de l'agence européenne AED, sous l'autorité du Conseil européen. Alors, ce qui s'appelait le GEAO en 2005 est mis en sommeil, mais Polarm aussi est mis en sommeil, et Polarm devient COARM, c'est la coopération d'armement. En 2007, on arrive au traité de Lisbonne, qui lui rend opérationnel justement ces notions. Et la création du poste de haut représentant pour la politique étrangère et politique de sécurité. C'est
Pour montrer l'importance effectivement de cette notion, le personnage qui est responsable de cette mission est notamment devenu vice-président de la CE. On nomme vice-président quelqu'un qui s'occupe d'un point très important. Donc, création du service extérieur, d'action extérieure sous sa tutelle, donc, dès ce moment-là, la disparition en 2011 de l'UEO. L'UEO n'avait plus d'être. En 2009, on adopte au Parlement européen un paquet défense. Le paquet défense est un ensemble de textes dérogatoires aux règles du marché unique qui régit la production et l'achat d'armement des entreprises européennes compétitives qui sont aidées par les capitaux européens à concevoir et à fabriquer au meilleur prix des équipements de défense de manière autonome. La préférence nationale est interdite, bien sûr, mais elle est interdite au profit du meilleur européen. Autrement dit, c'est plus la préférence nationale, mais c'est la préférence à tout ce qui est européen, de préférence en excluant les non-européens. Cette réglementation permet aussi de ne pas dépendre de fournisseurs non européens, tant du point de vue nouvelles technologies, délai d'approvisionnement, entretien à l'usage et prix d'acquisition des matériels. Parce que là, quand on produit, on peut vendre les prix que l'on veut, tout dépend de la politique qu'on a sur les prix. Par exemple, en matière de transmission de données par canaux, qui ne sont pas forcément toujours confidentiels, bien, il valait mieux être capable de le faire soi-même. D'où des fréquences radio spéciales qu'on a mises au point et qu'on a physiquement développées, et des câbles sous-marins spécifiques pour permettre de passer des messages aux gens que l'on veut en toute sécurité, en principe. En 2011, création par Michel Barnier d'un regroupement de divers services de défense, diplomatie, politique de recherche et construction industrielle travaillant pour la sécurité. Ça a été la fameuse Task Force Défense. On se rappelle d'en avoir entendu parler. Barnier a évolué encore dans d'autres domaines après, mais c'est un Français de fortes compétences. En 2013, premier débat thématique sur la défense réalisé par le Conseil européen. Et ce débat a pour objectif d'augmenter la visibilité, l'efficacité et les impacts de la politique de la PSDC, d'accroître les capacités de l'organisme et de renforcer les industries européennes. C'est la mise en place de ce qui a été défini précédemment. La Commission européenne a fait montre de dynamisme et de volonté pour développer et conforter l'existant en matière d'industrie d'armement. Un programme de recherche en matière de PSDC fut lancé et entre 2012 et 2015, l'UE a lancé 10 missions civiles ou militaires mobilisant autour de 6 000 personnes, civiles et militaires. Mais 2 pays, le Royaume-Uni et la Pologne, ne souhaitèrent cependant pas que l'UE s'investisse en international. D'où peut-être les idées de retrait du Royaume-Uni à un moment donné. Et une fois engagés dans leur erreur, ils ont perduré. C'est de venir prendre une politique interne après pour eux. C'est leur souci, c'est pas de l'autre. Suite aux attentats de novembre 2015, la France a demandé de faire jouer la clause de solidarité des pays européens entre eux en cas de danger imminent, tel que prévu dans le traité de Lisbonne. Cette clause est la même que celle qui régit les réciprocités entre les pays membres de l'OTAN, c'est-à-dire aide et assistance par tous les moyens aux pays membres. En 2016, intervient le Brexit. Le Brexit, c'est, vous le savez tous, le Royaume-Uni qui veut sortir de l'UE. Pourquoi? Parce que d'une part, il est toujours très favorable à l'OTAN pour la défense des aides d'Europe, mais aussi, pourquoi il veut sortir, c'est des problèmes internes maintenant qu'on ne va pas expliciter ici, mais il reste cependant financeur et partenaire militaire opérationnel. Le Royaume-Uni n'a jamais eu, dans beaucoup de domaines, les coudées très, très déliées. Donc voilà ce que pour expliquer ce qui s'est passé jusqu'en 2016. Alors, dans la suite, j'ai mis un document que j'ai transposé directement en Internet. Le Parlement européen adopte le paquet défense à une large majorité, donc je ne vais pas vous le lire, vous l'avez sûrement lu. C'est
le document officiel qui explique, qui explique noir sur blanc ce qui était précédemment commenté. Donc, cette page-là, on peut la passer, la suivante aussi. Ça parle de tout. C'est du paquet. On parle du paquet. Voilà. Alors maintenant, on passe au point 3, qui est l'affirmation de réellement cette politique sécurité et défense de l'UE en 2020, actuellement. Depuis 2015, l'ensemble des États membres de l'UE consacrèrent 203 milliards d'euros à la défense. Enfin, pas depuis, c'est l'année, par année en gros, c'est 200 milliards. C'est le 12e budget derrière les USA, qui avaient en 2015 560 milliards. J'ai fait ça avec la parité de dollar-euro de mars 2015. En Europe, chaque armée achète à sa guise, d'où une mauvaise interopérabilité des hommes et des matériels, générant des dépendances à des fournisseurs non européens et générant aussi de petits volumes de fabrication de matériel pour nos industries militaires européennes. Si ces dites industries militaires ne sont pas très bonnes à l'export. Bon, certaines le sont, mais pas toujours. Ces comportements n'aidaient pas à développer les nouvelles technologies. Depuis 2016, la PSDC est relancée selon les 3 axes qui sont cités ici et qui étaient cités déjà dans le discours tenu par Arnaud Danjean en 2010. C'était donc en préparation depuis avant 2010. Développer la PSDC selon un axe capacitaire par effort de recherche dans le secteur des moyens de défense et la formation de haut niveau au sens intellect. Ensuite, un axe opérationnel par mise en place d'un état-major de l'UE qui planifie et conduit les missions de l'UE. Il n'y avait pas jusqu'à ce moment-là d'état-major. On choisissait chaque fois un général, des colonels, 2-3 colonels, et puis on montait autour d'eux un état-major, mais c'était des gens qui venaient de différents pays. Donc maintenant, c'est un état-major de l'UE. Ensuite, 3e axe, l'axe financier industriel avec la création d'un fonds européen de la défense qui chapeaute, lui, la recherche et développement, la coopération des armées et des industries. Ensuite, mise en place de programmes européens de développement industriel de défense portés par au moins 3 entreprises. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut développer quelque chose, il faut que le projet soit porté par 3 entreprises, publiques ou privées, établies dans au moins 3 États membres. Ça ne peut pas être une entreprise publique d'un seul État, par exemple. C'est 3 entreprises dans, si possible, 3 États différents. L'état d'avancement de la stratégie de la PSDC insiste essentiellement sur la mise en œuvre d'une diplomatie européenne forte, affirmée, donnant l'image d'une union d'États très solidaire, parlant d'une même voix. Pour être un leader mondial, l'Union doit pouvoir prendre ses décisions rapidement et efficacement, tout en ayant l'aval de la Commission. Pour qu'une réelle Union européenne de défense agrège tous les États de l'Union, cette dernière doit être capable de prendre de nouvelles mesures audacieuses, essentiellement à l'international, par le moyen de leaders convaincus, tout en respectant les règles de la démocratie en application dans l'UE. Autant de challenges compliqués à tenir. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, sous prétexte qu'il faut aller vite. En conclusion à ce paragraphe, retenons que, comme toujours, quand un système réussit à bien s'instaurer, il regroupe rapidement des adeptes, d'où la lente progression quantitative du groupe d'États impliquants. C'est bien connu, quand on devient riche, on a des amis, quand on devient compétent, on réussit à avoir de nombreux élèves qui veulent travailler avec nous. Alors, les applications maintenant sur le terrain de cette politique de PSDC, de l'UE. Alors, moyens militaires civils ou civils d'intervention par objectif recherché. La PSDC donne à l'UE la possibilité d'utiliser des moyens militaires et des moyens civils pour s'engager dans les crises internationales. Ils sont choisis en relation avec l'ONU et ou l'OTAN et ou les deux. Je pense que c'est dans le nom de non, pas
pas ça. Je vais baisser un peu mon son. Voilà. Vous me direz si ça va mieux. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu. Je vous ai perdu. Ah. Attends. Vous ne voyez pas là. Ferme ton écran et puis rouvre-le. Attends. Qu'est-ce que je fais? Connerie. Attends, je vais te le fermer là. Voilà. Voilà. Je t'ai fermé l'écran. Bon, là, je reprends mon texte. Ça y est. C'est bon? Non, mais Non, on partage. voit pas le texte. Vous n'avez pas le texte? Non, on n'a pas le texte. Alors, et tu Et là, appuies sur le bouton vert en bas et puis tu cherches ton texte. bon, où est-ce qu'il est passé? Le bouton vert en bas, écran partagé, voilà. Voilà. C'est lequel aussi le document? Celui-là. On y est? Non, il n'y a pas le texte. Non, Toujours pas. tu l'as pas trouvé dans ton Ici, mais attends, je écran partagé. suis bien là, partagé. Voilà. Ça y est. Ouais. Ouais, les gymnastiques, je ne suis pas trop habitué à les faire, mais on va s'y faire. Hein. Pareil, tout le monde s'y fait. Alors, je reviens à ce que je racontais. Voilà. Les applications, voilà, on était là. Alors, en 2019, 17 opérations sont en cours en Europe, en Afrique et au Proche-Orient. Alors, ces opérations sont par exemple des actions de désarmement, on en parlera plus loin, des missions humanitaires et des missions d'évacuation des populations civiles en territoire de conflit armé, des missions de conseil et d'assistance militaire, des missions de prévention de conflits, des missions de maintien de la paix, des missions de combat pour préparer la gestion de la crise, ou des missions de rétablissement de paix, des opérations de stabilisation d'État obtenues par arrêt d'hostilité entre belligérants mettant fin au conflit. Alors, la PSDC sert aussi à lutter contre le terrorisme, et surtout maintenant, y compris avec le soutien aux pays gangrénés sur leur territoire. C'est le cas actuellement de la Syrie. Réalisé bien sûr de différentes manières, chaque problématique est différente selon le cas spécifique. Les opérations en cours qui s'adressent à des civils, en date du 4e trimestre 2020, donc c'est actuellement, on a la mission de lutte contre le trafic des migrants en Méditerranée, lancée en 2015, c'est EU, l'Union européenne, NAFOR. Ce matin, on en a encore reparlé avec l'histoire du gamin sénégalais qui a été retrouvé, que son père avait envoyé apprendre à jouer au football en Europe et qui s'est noyé. Bon. L'enfant était perdu, mais ça vient surtout du fait que le Sénégal, pays désespéré actuellement, avec beaucoup de jeunes qui veulent faire du football, comme nous, Français ou Européens, on attire les footballeurs, ben, on a un problème, c'est que pour essayer de le faire bien pour eux, ben, certains choisissent le mauvais passage et périssent en mal. Donc on a actuellement une mission en Méditerranée qui essaie d'éviter que ce genre de choses se produisent trop souvent. Ensuite, une mission de lutte contre la piraterie maritime au large des côtes somaliennes, c'est lancé depuis 2008. Et ça, donc Jean en a parlé, puisque ça existait déjà en 2010, le jour où il est venu faire son exposé. C'est l'opération navale NAVFOR, Atalante, qui sécurise les rails marchands maritimes au large des côtes somaliennes à la Corne d'Afrique. Ensuite, la mission de maintien de paix en Bosnie-Herzégovine, qui est lancée en 2004 et qui fonctionne toujours. Ça fait 16 ans. Depuis 16 ans, on est toujours là-bas. On a essayé de mettre en place des structures juridiques, des structures de police pour que ce territoire arrive à avoir des gens chez eux qui veuillent bien cohabiter.
parce que entre Bosnie et Herzégovine, dans ce pays-là, il y avait des Bosniaques qui étaient pro-musulmans et puis des gens du haut qui étaient plutôt les Serbes qui étaient plutôt non musulmans. Et les religions ont fait qu'ils se supportent mal. Voilà. Alors la première mission militaire, purement militaire commune, fut sur le champ de la République démocratique du Congo de juin à septembre 2003, l'opération Artemis, dont l'objectif était de stabiliser la région de Bunia et de permettre l'acheminement d'une aide humanitaire qui, cet acheminement, s'il n'était pas escorté par des militaires, était constamment détourné et permettait simplement à ceux qui l'arrêtaient d'en jouir ou de se payer une révolution ou une contre-offensive politique contre le pouvoir du moment. Ensuite, 4.4, d'autres opérations civiles et militaires qui sont en cours, que je ne fais que citer. En Europe, il y en a une au Kosovo, c'est la remise en état de droit, et c'est une mission juridique. Une mission en Moldavie, en Ukraine. Oui, alors là, je dois avoir des compléments parce que j'ai retrouvé après plus précisément ce à quoi ça servait. Et c'est intéressant de savoir à quoi ça servait. En Moldavie, c'est une mission militaire aux frontières. En Ukraine, c'est une mission d'assistance militaire pour aider la mise en place d'un état de droit et le contrôle contre les scissionnistes pro-russes. C'est-à-dire que ça pose un problème puisque la province du nord-est voulait être russe et ils se sont une guerre éclatée. Vous avez entendu parler de ça pendant ces 3 dernières années. En Géorgie, c'est une mission d'observation hein, qui est appelée MM. Alors M mission, mais deuxième M, observation grâce à rien. Alors au Moyen-Orient, Europol, donc c'est une opération de police. Hein, on met en place de la police. Ensuite, UBAM. UBAM, c'est l'assistance militaire aux frontières en Palestine. On envoie des rafales de temps en temps pour aider, pour faire en sorte que ça se passe un peu mieux entre les Israéliens et les Palestiniens. Ça demande à être exploré, à être expliqué mieux que ça, mais on n'a pas vraiment le temps. Ensuite, une autre opération en cours, il y en a plus de 4 ou 5, et après on a fini. Alors, EUAM en Irak, mission d'assistance militaire. En Afrique, en Libye, EBAM, assistance aux frontières, militaire aux frontières. Ensuite, au Sahel, donc dans le Sahel au Mali, c'est un conseil relatif à la réforme malienne du secteur de la sécurité, avec des formations, des forces armées, qui n'avaient pas l'armée pratiquement, dont EUTM Mali. EUTM, c'est donc l'Union européenne transport aussi. ECAP, Sahel au Niger, une mission de renforcement de capacité militaire, et en Somalie aussi. Voilà, donc maintenant on se rend compte qu'on intervient depuis peu de temps, beaucoup plus, en qualité de guerrier. De guerrier intervenant, dans certains cas, dès le début ou avant un conflit. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que j'ai mis après en conclusion? Pour l'instant, l'évolution de la conception des États-Unis d'Europe, telle qu'elle avait été esquissée il y a très longtemps, puisque les Romains déjà en parlaient, les Carolingiens, Napoléon, tout ça c'était des systèmes non démocratiques, bien sûr, s'est transformé en conception d'Union européenne, aujourd'hui très démocratique. Et ceci afin d'éviter la barbarie entre les voisins, entre les cousins ou entre les frères et sœurs. L'Europe actuelle, l'Europe unie, forte de ses 27 membres, permet des échanges économiques, des échanges monétaires, commerciaux, agricoles et universitaires sans frontières, et d'autres échanges. Mais ce sont les principaux.
Les travailleurs peuvent exercer dans toute l'Europe politique et les Européens peuvent se déplacer librement à l'intérieur des frontières des limites externes des membres. D'autres critères encore définissent l'Union européenne selon des champs d'accord spécifiques, dont on ne listera pas ici, mais enfin qui existent. Mais que de chemin parcouru depuis 1945, la signature de la capitulation de l'Allemagne. Il a fallu certes 75 ans, mais tout de même, ça fait 75 ans sans guerre entre la France et l'Allemagne déjà, mais bien qu'il y ait eu des guerres pas très loin, à 2 heures d'avion, mais on a limité quand même les dégâts. Bientôt, nous pourrons voir la grande Europe respectée dans le monde. Bon, peut-être, il faut espérer. L'Europe deviendra peut-être le futur gendarme du monde. Alors ça, c'est vrai. Tout le monde n'en a peut-être pas envie, hein, sans cependant vouloir le devenir. Avouons que l'admiration de nombreux pays pour nos actions pacificatrices nous ferait bien, nous ferait plaisir. N'oublions cependant pas d'être forts en persuasion pour éviter les agressions. Alors, pour ce faire, gardons notre discussion. Non, notre dissuasion. La discussion, c'est pour après. Notre dissuasion nucléaire et évitons les espionnages, tant industriels que militaires. Notre flotte sous-marine veille au grain. Nos satellites observent. C'est à ce prix que les grands équilibres sont tenus. L'Europe unie, pour l'instant, peut se prétendre actrice sur les zones de conflit grâce à la puissance de ses membres. De là à prétendre être dotée d'armes de défense à la hauteur de la richesse de ce territoire, c'est sûrement non. On pourrait se payer mieux. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on veut faire. Les pays de la CE votent pour leur somme de programme annuel militaire, en gros 1,5% du PIB européen. Et la défense dispose, elle, de très peu. Alors, est-il souhaitable qu'à terme, l'Europe de la défense commune soit une réalité? C'est à nous d'en discuter. Les élus aussi, bien sûr. Et si oui, comment les forces actuelles de chacun des pays la constituant pourraient-ils se dessaisir de leurs moyens actuels? Il y va là de leur souveraineté. Les actuelles nations, ou plutôt États européens unis dans l'Union européenne, sont-elles prêtes à ne plus exister ou peut-être accepter une sorte de fédéralisme? L'avenir nous le dira. Plusieurs observateurs spécialistes de l'évolution du concept de défense européenne, dont André Flau, démontrent que le Brexit est une chance. Il dit, en effet, les Anglais ont toujours été très proches des États-Unis d'Amérique, bon, et ont toujours limité les moyens alloués au budget de l'Agence européenne de défense. Ils ont toujours freiné, au plus qu'ils le pouvaient, même le projet Galileo. Il faut donc que l'UE s'affranchisse. Pour que l'UE s'affranchisse des USA, si les Anglais nous quittent, on s'affranchira d'autant mieux des USA. Dans cet objectif, tout récemment, nous pouvons lire le plan 2021-2027, la prévision, parce que c'est encore, je crois que c'est en cours de vote, mais ce n'est pas encore définitif. Le plan budgétaire de défense européenne se répartirait ainsi pour les 6 ans à venir. 7 milliards pour l'industrie militaire, 3,5 pour la recherche et développement relative à la sécurité, donc l'industrie militaire, mais aussi stratégie et autres recherches de gens qui ne prennent pas les armes. 6,5 milliards pour la mobilité des personnes en Europe, 13 milliards pour Galileo. La part du lion est donc mise sur Galileo, parce que tout le monde s'est rendu compte au niveau européen que l'Angleterre ayant freiné très longtemps, on a pris du retard sur le GPS et puis sur le système de guidage chinois. 30 milliards en tout sur 6 ans, ça fait 5 ans par an. 5 ans par an sur un budget, rien de l'UE, je parle plus du budget de l'UE, 170 milliards, ça fait 3%. Quand on regarde ça et qu'on le compare au PIB américain, ça fait, le PIB américain, lui, c'est 3,5% qu'ils ont pour l'armée. L'armée et leur étude militaire. On commence à l'atteindre, mais ce n'est que le budget de l'UE. Or, ce qui est intéressant de voir, c'est de combien de milliards on dispose dans le cadre du cumul des budgets des pays européens de l'UE.
Et là, on se rend compte que ce que l'on met, là, c'est pas écrit, là, parce que il n'est pas écrit, c'est en gros moins de 1,5%, la moyenne d'efforts militaires mis par tous les Européens par rapport à leur PIB. Donc on a de la marge encore. Certes, certains pays peuvent mettre beaucoup plus que d'autres. Hein, les Allemands, les Français et les Anglais avant mettaient tous autour de 2, hein, les Anglais de 2, de 3 et puis les Français à 2,9. Mais on ne peut pas demander aux petits pays qui ont très peu de ressources de mettre beaucoup. Mais on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de marge. Donc, il sera nécessaire certainement, à un moment donné, de mettre la main à la poche pour sortir des budgets plus importants si on veut rivaliser à certains moments, à certaines époques, rivaliser un peu avec nos principaux concurrents. Les concurrents de l'Europe, c'est la Chine, et c'est l'Inde et les États-Unis. Donc, à nous de savoir ce qu'on veut faire. Voilà ce que j'ai préparé en un premier jus. Et après, si on a besoin, il est 3h30, ça fait déjà 1 heure. Bon, on va discuter là maintenant. Pardon? On va discuter. On peut essayer de discuter, voilà. Enlève ton doc là, de l'écran. Tu l'as en haut sur le bandeau. Là. J'enlève mon texte? Oui, oui. En haut. Oui. Alors, nouveau partage. Vous êtes le fichier arrêté? Non. Arrêtez le partage. Partager. J'arrête le partage? Oui. Vous êtes en train de partager votre écran. C'est moi qui vais l'arrêter, tiens, voilà, comme ça. Bon, ben, c'est bien. Voilà. Tu m'as devancé. Voilà. Alors, j'apprendrai à le faire ultérieurement. Est-ce qu'on peut demander, pour la discussion, c'est mieux de se voir, que François Perrault, Liliane Fauconnet et Alain Régnier réallument leur vidéo? Ah oui, tiens, on ne les voit pas. Voilà, merci. Ah oui. Voilà. Voilà. Alain, oui. Mais François, je ne le vois pas. Est-ce que François nous entend? Ça ne répond pas. Il est connecté, mais il nous entend pas. Et on ne l'entend pas non plus. Pourtant, son son est activé. Bon, bah, tant pis, on fera sans lui. Oui. Donc, par construction, je suis condamné techniquement à faire le modérateur. Hein. Ouais, vas-y. Donc, on remercie Michel pour le travail de synthèse qu'il a pu faire. En fait, on voit que c'est très complexe. Et surtout, on voit que le vulgus pecum est largement non informé, mais parce qu'il ne cherche pas à le faire. On n'en parle jamais de toutes ces choses-là, sauf vraiment quand il y a des crises un petit peu aiguës qui font la ligne, les unes des journaux. Sinon, on ne parle que d'autres sujets très terre à terre et ces sujets complexes. D'ailleurs, ça a tout le temps été un vrai problème, j'allais dire, dans toute la conduite des conflits ou dans tout ce qui était militaire. C'est d'une part, quelle est la légitimité des dirigeants militaires, pour ne pas dire des dirigeants politiques, pour commander en principe les militaires. Et ensuite, ben, quels sont les bons choix à faire? On s'aperçoit, on a l'exemple français. Je rappelle que l'armée française, sa dernière victoire, si on peut parler en termes très belliqueux de l'armée française, c'est quand même Solferino en 1864. Depuis 1864, l'armée française a été battue dans 100% des cas sur tous les terrains où elle était engagée. Alors, soit elle est nulle, ce qui est, enfin, c'est surtout ses chefs qui sont nuls, mais donc il y a un problème de crédibilité des hiérarchies militaires si on est dans une logique de conflit. Hein. Ce qui est pas, je pense que personne ne veut avoir de conflit aujourd'hui, mais on ne peut pas savoir qu'est-ce qui peut se passer dans le monde dangereux dans lequel nous vivons, mais dans lequel nous avons toujours vécu. On a un peu tendance à l'oublier puisqu'il n'y a pas eu de conflit majeur, comme tu l'as rappelé,
en Europe continentale depuis la fin de la dernière guerre. Il y a eu la Yougoslavie, mais la Yougoslavie, oui, c'est des résidus de toutes les tripatouillages du traité de Versailles de 1919 et du traité de Sèvres, dont on paye les intérêts, on a payé les intérêts en 1990, 92, 95, 96. Voilà. Mais bon, c'est comme le Moyen-Orient, c'est comme tout. Finalement, les Européens, ils sont bien fait la guerre entre eux, mais ils ont aussi semé la guerre, on va dire, dans tous des territoires périphériques. Et ben, c'est comme ça, il faut faire avec. Voilà. Alors, je suis le modérateur, il ne faut pas que ce soit moi qui intervienne. Donc, qui veut faire une intervention ou poser des questions? Moi. Oui. Moi. Donc, j'ai lu un document là, que je présente là, qui s'appelle Vers une Europe puissance. C'est un général, Alain Crémieux, est ingénieur général de l'armement, qui a rédigé ce bouquin et qui prône bien sûr l'Europe de la défense. Et puis, il dit que pour y arriver, il faut une organisation européenne qui soit différente de celle d'aujourd'hui. Et en particulier, il veut qu'on arrive à une confédération avec une organisation où l'Europe devrait régir deux choses, la défense et les affaires étrangères, de manière à ce que ce soit supranational pour l'Europe et que ça ne dépende plus de chaque pays. Donc, je ne sais pas si Michel a eu l'occasion de lire ce document. Il n'est pas très long. Il est édité par l'Harmattan. Donc, c'est intéressant, mais bien sûr, les conclusions, bien sûr, sont un peu utopiques au jour d'aujourd'hui, mais elles peuvent venir. Il est certain que si l'Europe veut peser dans le futur, il faut qu'elle ait une défense beaucoup plus groupée, beaucoup plus importante que celle d'aujourd'hui. Oui, mais je vais te répondre d'une part que je ne le connais pas, ce document. D'autre part, j'ai l'impression que ça correspond pratiquement à ce qui est dans la charte de la PSDC, la politique européenne de défense commune. Et telle qu'elle avait été présentée par Danjean, toute la difficulté de la rendre efficace, c'est effectivement de la faire accepter par les militaires. Or, les militaires ont du mal à fonctionner entre eux parce qu'il y a souvent 5 généraux qui veulent la même place. Et c'est compliqué d'arbitrer entre lequel est le meilleur et lequel sera devant l'autre. Et je crois que c'est surtout là que les politiques se heurtent actuellement, n'arrivent pas à faire fonctionner ces gens parce qu'ils ont des égos très, très particuliers. Voilà. Il y a surtout une difficulté, surtout avec le départ de la Grande-Bretagne, c'est que la politique de défense, c'est le nucléaire. Et bien, dans la future Europe, il n'y aura plus que la France. Il y aura la dissuasion nucléaire. Donc, forcément, ça leur donne une place prépondérante et ça ne plaît pas du tout aux autres, probablement. Oui, c'est fort possible, mais tous les politiques européens qui ont travaillé dans les commissions de défense sont tous unanimes pour dire que notre principal atout, c'est la dissuasion nucléaire. Tous, dans nos sous-marins et puis dans la façon de pouvoir de se projeter à l'extérieur, sur des territoires extérieurs. Donc, je ne vois pas trop comment, à part 5 ou 6 petits pays qui sont tous divers, comment les autres vont à terme toujours le refuser. C'est compliqué. Bon. Enfin,
effectivement, c'est un problème. C'est un problème majeur, hein, en fait, d'après ce général. Hein. Martine, elle a levé le doigt. Vas-y. Non, mais je veux pas interrompre. André, fini. Oui, alors, vous vouliez poser une question? Bon, alors, donc, oui, je me demande si quand même, au-delà des égos, si un des problèmes, c'est pas le problème par rapport à l'OTAN, c'est-à-dire que beaucoup de pays, les pays de l'Est européen et les pays baltiques, n'ont aucune confiance dans la capacité à les défendre de l'Union européenne. Et donc, pour eux, il n'y a que l'OTAN qui est capable de les défendre en cas de menace russe. Donc, ils ne sont pas très actifs, me semble-t-il, dans la construction d'une défense européenne. Oui, enfin, là, je vais intervenir. Là. L'OTAN, effectivement, ça a été fait sous la houlette des États-Unis pour les raisons que chacun sait. Je rappelle quand même que les États-Unis sont venus 2 fois en Europe, aussi bien en 14-18 qu'en 39-45, sous la pression d'événements extérieurs, puisque les dirigeants politiques de l'époque, aussi bien en 14 qu'en 39, avaient été élus sur la promesse formelle de ne jamais s'engager dans les conflits européens. Évidemment, ils s'y sont engagés parce qu'ils ont été impactés directement, soit par les torpillages du Lusitania dans la Première Guerre, soit par Pearl Harbor dans la Seconde Guerre. Donc, les Américains, l'histoire l'a montré, d'abord, culturellement, ils ont une doctrine de non-intervention en Europe. Ça vient de 1800, la doctrine Monroe, hein, c'est vieux comme les États-Unis. Et deuxièmement, ils ne viennent nous aider que quand c'est leur intérêt. Donc, supposons qu'il y ait une menace côté de la Russie. Il y a eu un cas historique qui s'est présenté, c'est le cas du blocus de Berlin. Et donc là, l'OTAN est intervenue avec un pont aérien. Il n'y a eu aucune action militaire de l'OTAN, c'était qu'une action humanitaire. Donc, je ne suis pas persuadé que s'il y avait des mouvements de troupes dans les pays baltes, l'OTAN en tant que telle manœuvrer, j'élimine Trump et tout, supposons qu'on soit dans une configuration un peu moins exotique que celle qu'on vient de vivre, je ne suis pas du tout persuadé que ce serait eux qui appuieraient les premiers sur le bouton. Mais est-ce que les États baltes et les pays d'Europe de l'Est sont convaincus de ce que vous dites? Ben oui. Non, ils ne sont pas convaincus, ils le croient. Oui, mais c'est toute la difficulté. Donc, regardez ce qui s'est passé en Crimée. Vous allez me dire que ce n'était pas dans le champ d'application de l'OTAN. Poutine a annexé la Crimée sans faire ni en 2 temps 3 mouvements. Tout le monde, maintenant, on leur met des sanctions, ça ne sert absolument à rien. Tout le monde sait bien que les sanctions économiques, c'est du pipeau et ça ne marche pas. Mais non, d'une façon générale, les démocraties, elles ne sont pas par nature belliqueuses. Et donc, il faut vraiment que leur survie soit en jeu pour qu'elles se réveillent. Toujours trop tard, on l'a vu, on l'a suffisamment vu dans l'histoire pour essayer de contenir les gens qui sont plus agressifs. Non, là, on tombe sur le problème de la crédibilité. C'est comme le problème de la dissuasion et tout. Est-ce qu'on croit ou pas que tel ou tel, qui a un plus gros bâton que vous, va vous défendre quand le méchant vous tape dessus? Eh bien, ça se dit. Enfin, bon, on aura toute la gamme des opinions. Effectivement, les anciens satellites de l'URSS croient dur comme fer que l'OTAN va intervenir si Poutine bouge. Et Poutine, je pense qu'il n'a pas envie de bouger, il s'en fout. Bon. Il a annexé les provinces russophones de son empire, et puis maintenant, bon, ben, il est content, et puis il essaye de contenir ça au mieux, quoi. Voilà.
Ce que je voulais dire, c'était que ces pays-là n'étaient pas très motivés peut-être par le fait de développer la défense européenne. Certes, mais c'est pas pour ça qu'il faut. C'est pas parce que l'Estonie n'y croit pas qu'il faut pas qu'il y ait de défense européenne. En fait, c'est ce que je veux dire. Hein. Le problème, c'est vraiment le cœur de l'Europe, l'Europe continentale. De toute façon, aujourd'hui, il y a aussi un autre problème qui est important, c'est que la source du pouvoir jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'était la conquête des territoires. Plus on avait de territoires, plus on avait de ressources, on va dire fiscales, pour vivre et pour être puissant. Parce que c'était l'agriculture qui était la source de la richesse. Aujourd'hui, les guerres de conquête, mis à part pour des raisons culturelles et ethniques, les guerres de conquête, ça n'existera plus. Ça ne sert à rien. Hein. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Donc, les guerres de conquête, ça n'existe plus que pour des raisons ethniques ou religieuses. Voilà. Est-ce que l'intérêt de l'Europe de défense, c'est pas d'essayer d'être moins dépendant, moins dépendant des États-Unis notamment, par exemple en termes de recherche, en termes justement de communication, Galiléo en est un bon exemple. Donc on s'aperçoit d'après l'exposé de Michel que finalement à tout petit pas, les choses avancent quand même, d'une façon un peu cachée, parce que c'est compliqué, personne n'y comprend rien, mais les spécialistes de la question avancent tout doucement sur le domaine. C'est pas si simple que ça. Regardez, vous vous souvenez de l'histoire, j'ai oublié le nom de la boîte, là, il y a une boîte américaine qui a racheté une boîte française qui était spécialiste de la vision nocturne. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les gazettes. Oui. Parce qu'elle n'avait plus l'État franchouillard ne lui passait pas suffisamment de commandes pour qu'elle puisse vivre. Donc elle a dit, voilà, elle avait dû, comment dire, se mettre en bourse pour avoir des capitaux pour se développer. Et là, une fois que vous êtes en bourse, c'est celui qui a le plus gros carnet de chèques qui ramasse la mise. Hein. C'est bien connu. Yves, tu parles de Sofradir? Peut-être j'ai oublié Sofradir à Grenoble. C'était l'infrarouge mondial. Hein. Oui. C'était inventé, il y a des concepts de petits systèmes il y a 20 ans, 96, 98. Sofradir, oui. Oui, alors moi je voulais quand même vous expliquer un peu comment ont évolué les prises de décision. En Europe, pendant longtemps, tout devait être décidé à l'unanimité, sinon on ne pouvait rien faire. Et depuis, je ne peux pas vous dire quand, mais ça doit être moins de 2 ans, on peut décider dans beaucoup de domaines à la majorité simple. Donc, ce qui veut dire que si 6 pays qui ont 5 voix par rapport à 4 pays qui ont 20 voix s'opposent, l'opération se fera quand même. Mais d'autre part, pour éviter peut-être l'aspect vexatoire de la mise en place de cette procédure, il existe aussi, parce que l'Europe c'est un couteau suisse, il existe aussi la possibilité pour n'importe quel État européen, après avoir demandé à l'ONU une possibilité d'intervenir sur un territoire étranger, n'importe où sur Terre. Il suffit qu'il vende bien son projet à l'ONU. C'est notre cas à nous, la France, par rapport notamment aux pays du Maghreb, enfin du Sahel. Au Mali, on y allait tout seul, et puis après, on a fait venir d'autres gens de l'Europe qui n'étaient sans. C'est un accord européen, mais ce n'est pas du tout une décision européenne. Et donc, on peut toujours aller, à partir du moment où ça va dans le sens de l'amélioration d'une situation des intérêts européens, on peut toujours aller faire une opération dans des territoires si le bien fondé de l'opération est prouvé et accepté par l'ONU. Donc voilà, c'est un autre moyen de contourner, je dirais, le veto de certains, mais qui n'est plus dans beaucoup de cas un veto puisque c'est la majorité simple.
Alors, cette année, enfin l'année prochaine, si on arrive enfin à faire des conférences, donc il y a l'amiral Coldefi qui vient régulièrement nous voir, on la remercie fortement, qui a prévu de nous parler de l'OTAN. Donc là, on va pas se gêner pour lui poser les bonnes questions pour aller au-delà de notre discussion de gens totalement incompétents que nous sommes tous autour de l'écran. Hein, voilà. Mais bon, c'est toujours intéressant de savoir. Il y a quelqu'un d'autre veut intervenir là? Oui, je vous écoute. Oui. Liliane. Oui. Alors, moi, je voulais demander si vous pouvez m'expliquer très brièvement les relations entre l'OTAN et ce système de défense européenne. On va essayer de demander à Michel de tenter de l'expliquer. Oui. Alors, l'OTAN, c'est un regroupement d'un certain nombre de pays de l'Atlantique Nord, donc de l'Europe de l'Ouest, et puis Canada, Islande et États-Unis, et de certains pays qui sont à la limite de l'Asie, et la Turquie notamment. Ces pays interviennent sur mandat de l'ONU à la demande de pays qui souffrent de quelque chose. Dans le cadre de l'Union européenne, jusqu'à il y a 3 ans, l'OTAN était maître d'ouvrage. C'est-à-dire que l'ONU, l'Europe demandait un coup de main pour régler un conflit à quelque part, sous son nom, et c'est l'OTAN qui prenait la direction et qui constituait l'équipe de travail où intervenait XY armée européenne. Et c'était donc sous le label OTAN. Maintenant, ça n'est plus comme ça. Depuis très peu de temps, l'OTAN s'est retirée à la demande de l'Europe. Et les États-Unis, du temps de Trump, voulant se désengager de l'Europe de plus en plus, l'OTAN pilote des actions. Elle est toujours, elle, la deuxième derrière l'Europe. Donc c'est le pouvoir européen, donc notre état-major européen, en création, mais avec un effectif fixe maintenant, et qui s'améliore de jour en jour. C'est cette structure qui est la responsable, maître d'ouvrage et maître d'œuvre aussi sur le terrain. Voilà, l'OTAN étant la grosse pièce principale. Alors à l'OTAN, bien sûr, certains Européens agissent sous le mandat OTAN et d'autres agissent sous le mandat Europe, peu importe. Et c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir un problème, effectivement. C'est pour ça qu'il a été demandé que l'OTAN ne soit plus le pilote en Europe des problèmes de conflit, enfin des problèmes de résolution de conflit, parce que certains pays étaient à l'OTAN, mais n'étaient pas à la CE. Notamment, prenons le cas de la Turquie. Envoyer la Turquie en Bosnie traiter des problèmes qui sont d'anciennes histoires entre musulmans et chrétiens, entre Serbes et Bosniaques, ça pose un problème. Les Turcs ne voulaient pas venir. Donc c'est depuis ces 20 ans passés en Yougoslavie que l'OTAN s'est rendu compte qu'elle avait une limite. Et les Américains, on en a eu assez de prendre en main la problématique OTAN en faisant intervenir directement sur décision américaine leurs troupes en Yougoslavie plutôt que ce soit l'OTAN qui le fasse. Parce que les États-Unis estiment que directement eux-mêmes n'ont rien à voir, comme le disait tout à l'heure Yves, n'ont rien à voir avec les cuisines européennes. Vous devez les engager. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais ce qui est évident, c'est que l'OTAN, maintenant, n'est plus la patronne. Oui.
J'ai une autre question, si vous me permettez. C'est les relations entre justement cette défense européenne et les armées des différents pays, parce qui demeurent quand même, des différents pays européens. Entre l'OTAN et les différents pays européens? Non, entre les pays, les armées des différents pays européens et cette défense européenne, quoi. Oui, alors c'est assez long à expliquer. Certains pays, certains pays européens ont leur armée, s'ils sont à l'OTAN, eh bien, ils doivent rendre service à l'OTAN. S'ils ne le sont pas, ben, ils sont en dehors. Mais ils peuvent être réquisitionnés, entre guillemets, pour partie, à la demande de l'Europe, par l'Union européenne. Donc, dans certains cas, je dirais que l'Europe, elle joue sur doublure maintenant, avec ce qui a été monté comme schéma. Elle peut avoir du personnel de partout. Si elle n'en trouve pas selon une procédure, elle peut en avoir selon une autre procédure. Alain, une question? Alain, Oui. une question, oui. Alain. Oui, moi c'est en matière de coopération industrielle, enfin des industriels de l'armement. En Europe, il n'y a pas tellement de coopération. Enfin, moi, je connais la coopération entre les Français et les Italiens au niveau de la marine, où ils ont réalisé plusieurs programmes de frégates. Mais par exemple, au niveau armement terrestre pour les chars, par exemple, bon, bah, les Allemands ont leurs chars, les Français ont leurs chars, les Italiens ont leurs chars. Enfin, chaque pays garde son système. Oui, alors, j'ai lu récemment que pour les chars, il y avait un projet de char européen. Oui. Ah oui, d'accord. Ça fait partie de la politique, la PSDC, de regrouper, de faire un inventaire dans tous les pays, dans toutes les armées, des moyens à leur disposition, notamment des outils. Et puis, il y a un tableau que je vous ai mis en annexe, mais qui est sur les pièces jointes, l'autre deuxième paquet de pièces jointes. Vous avez l'exemple de la comparaison entre l'ensemble de l'Union européenne, l'ensemble des pays constituant l'Union européenne et les États-Unis. Eh bien, on se rend compte qu'aux États-Unis, il y a 6 fois moins de types et qui plus est, ils en ont fabriqué tellement plus sur la terre entière et pour eux que pratiquement sur n'importe quel point du globe, on peut développer, on peut utiliser et réparer un matériel américain. Alors qu'un matériel européen, ben, si on n'a pas la pièce détachée en stock dans le hangar lorsqu'on part en mission dans un pays quelconque, ben, le camion ne marche plus, hein. Il est foutu. Donc, la coopération, elle est actuellement dans le cas de la PSDC. Alors, là, je voudrais faire une petite intervention. Là, je rappelle, il y a 2 domaines où ça a un peu marché, et ça a été à l'initiative des industriels. C'est l'espace, d'une part, et c'est l'aéronautique. L'exemple typique, c'est le 400F. Voilà. Qui ne se fait pas sans douleur parce que c'est de la R&D, il y a des emmerdes techniques, ce qui est normal dans un développement industriel. Mais là, disons, ça, j'allais dire pratiquement la coopération interindustrielle a précédé la coopération politique au niveau européen. Et les Européens, quand ils arrivent enfin à se mettre d'accord, ils ne font que découvrir l'œuf qui a déjà été pondu par les autres, c'est-à-dire par les industriels. Mais c'est des cas qui sont suffisamment rares pour être signalés, parce que dans d'autres cas, effectivement, chacun plaide pour son canon maison, on va dire. Voilà. Il y a un domaine qui n'a pas du tout été évoqué là, parce que la nouvelle guerre, ce n'est pas celle-là, c'est la cyberguerre. Et donc, j'ose espérer, mais ça, je suis totalement incompétent, parce que c'était un des sujets qu'on avait demandé aussi à l'amiral Koldefi,
qu'il y a des mécanismes de coopération internationale, et là, c'est techniquement obligatoire, hein, pour que la cyberguerre, qui fait rage en ce moment tous azimuts, ça on ne le dit pas aux citoyens lambda, hein, et donc un pays tout seul, il ne peut pas s'en sortir, il faut qu'il y ait une coopération vraiment internationale. Alors, il y a une structure qui existe depuis peu, depuis 6 mois, 1 an, dont le siège doit être, si je ne me trompe pas, en Norvège. Et c'est le regroupement de la compétence d'une 6aine d'États en matière d'informatique. Et ils développent effectivement des contre-attaques cybernétiques sur tout ce qui est informatique, tout ce qui est dissémination de virus, notamment pour barrer les Chinois et puis certains Indiens, qui posent des problèmes, notamment aux appareillages militaires, au téléguidage, au guidage des engins qu'on envoie, les engins qu'on envoie à partir des sous-marins. Oui. Donc, effectivement, c'est un problème qui existe et il commence à être traité. Oui, Alain? Oui, il y a Thales qui travaille pas mal sur la question et qui vend également des systèmes dans des pays étrangers. Je me souviens plus, ils ont pris un contrat très important il y a 1 mois ou 2 mois, justement dans ce domaine. Bon. Oui, c'est fort possible. Alors, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on arrête un petit peu la discussion? Je pense que l'exposé était intéressant et on a bien échangé. À moins qu'il y ait d'autres questions qui veulent être posées. Et moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Sur Monsieur Michel a parlé de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie. Il se trouve que j'ai quelques petites relations par là-bas et j'aimerais bien savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de ces pays-là par rapport à l'Europe, très rapidement, très brièvement. Ces pays sont depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans pour les uns, l'un ou l'autre, ils sont candidats à l'Europe. Et actuellement, on a des relations, ils ont des relations privilégiées dans certains domaines, notamment dans des domaines culturels pour commencer, et peut-être sanitaires. Voilà. Mais c'est le tout début. Mais je pense que l'Europe s'intéressera de plus en plus à eux, et si eux-mêmes sont prêts à toujours demander et puis à collaborer. Parce qu'ils sentent très bien qu'il vaut mieux être européen quand on est coincé entre un Turc et puis un Russe. Et oui. Et ils sont dans l'Europe géographique, c'est l'Europe… Bien sûr, c'est l'Europe géographique. Oui, c'est le nord de la mer Noire, l'est de la mer Noire, et à l'ouest de la Caspienne. Et là, c'est l'Europe géographique, hein, puisque la limite, c'est l'Oural là-bas. D'accord. Pas de problème pour eux. Et d'ailleurs, à mon avis, nous, de notre vivant, on les verra rentrer. Merci. Voilà. Je vous propose qu'on clôt la réunion à ce moment-là. Donc, je voulais simplement rajouter, donc merci encore à Michel, que la prochaine réunion a lieu fin janvier. Alors, je n'ai pas révisé avant, vous vous souvenez de la date? Le jour 21 janvier. 21 janvier. Le 21. Et donc, c'est Alain Régnier qui va nous faire un exposé sur l'hydrogène, qui est très présent médiatiquement en ce moment, hein, sur les vecteurs hydrogène. Moi, je tiens beaucoup au terme de vecteur. Ce n'est pas une source d'énergie, c'est un intermédiaire énergétique, hein, puisqu'il faut de l'énergie pour avoir l'hydrogène libre et ensuite le brûler pour la récupérer, hein. Et donc, c'est un sujet qui est très complexe, hein, et on sait que l'Europe, justement, a affiché des ambitions très vigoureuses dans ce domaine-là pour les prochaines années.
et qui a toujours des débats en arrière-plan en disant est-ce bien raisonnable, gna, gna, gna. Ben, évidemment, comme tout nouveau sujet, on a toujours le clan des timides ou des anti qui se manifestent, ce qui est tout à fait normal, mais il faut écouter les arguments des uns et des autres. Donc, si vous voulez bien, ben, je vous propose qu'on en reste là. Je vous remercie d'avoir participé. Et donc, une question, on la fera en visio également, parce que… Ben, écoutez, alors, supposons qu'on puisse se réunir physiquement. On pourrait très bien imaginer qu'on l'enregistre en visio tout en étant les uns à côté des autres, si vous voulez. Parce que l'intérêt de Zoom, c'est que ça permet de garder la mémoire de ce qu'on s'est raconté et de pouvoir y revenir. Parce que quand on se voit, ben c'est sympa, c'est quand même plus sympa que de se voir devant un écran. Donc, on s'est rendu compte qu'on a réussi à faire quelques conférences en enregistrant en live avec cet outil-là la conférence. Et c'est toujours bon de garder la mémoire de ces échanges, parce que sinon tout s'évapore et puis on dit ben, on a bien fait de venir, maintenant je n'ai pas pu venir, ben oui, ben, tant pis pour vous. Voilà. Le 21 janvier, c'est un jeudi? C'est un jeudi. Si vous le dites, ça doit être vrai. Non, parce qu'on avait parlé du 25 janvier. Il me semble que c'était un 25. Moi. C'est le 25. Ah ben, peut-être c'est… D'accord. 25. Je vérifie. Le 25, d'accord. Je vérifie. Non, mais je vais tout de suite vous dire de quoi il en est. On avait prévu le 25. Oui, attendez. 25. Date, Oui, je confirme, 25. C'est bien le 25. Voilà. D'accord, oui, ok. 25 janvier, d'accord. Voilà. Et ensuite, les suivants? Alors, le suivant. C'est moi le 1er mars. Le 1er mars. Voilà. 1er mars. Donc, c'est Jean-Pierre Durski. Voilà. Et qui va nous parler de L'avenir de l'Europe. Ah, encore. Ah ben encore, je n'ai jamais pu le présenter. D'accord. Alors, si tu as je vais faire une petite incidente, mais ça sera une introduction pour ton exposé. Alors, je rappelle, vous savez tous que je suis un fervent partisan des thèses d'Emmanuel Todd, bien que cette espèce d'abruti m'énerve suprêmement. Voilà, alors, je vais vous montrer quelque chose. Je vais partager l'écran. Alors, ne quittez pas. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu ce type d'image? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette image? C'est le résultat des travaux d'Emmanuel Todd, où j'ai déjà fait plusieurs fois des conférences sur ces travaux, et qui classe les quatre familles. Les 4 familles, disons, de systèmes familiaux dans l'Europe. Et donc, je résume la thèse parce que, évidemment, Emmanuel Todd a fait un bouquin sur l'Europe et il a dit ça ne marchera jamais à cause de cette image-là. Parce qu'on mélange les choux, les torchons et les serviettes. Là, il n'y a pas d'éléments religieux dans son analyse. C'est purement des éléments sociologiques, ethnologiques. Et donc, il dit, eh bien, la façon de voir les choses et le comportement des gens est différent suivant la couleur qui est affichée ici. Et je vais prendre qu'un exemple, c'est les systèmes anglo-saxons, pour faire court. Eh bien, vous voyez où ils se trouvent. Les systèmes anglo-saxons au niveau ethnologique, c'est l'Angleterre et pas l'Écosse, l'Irlande du Nord. Alors là, c'est contestable parce que ça a été fait dans les années 80. Aujourd'hui, je rappelle que pour le Brexit, même l'Irlande du Nord a voté contre le Brexit. Seule l'Angleterre a voté pour, mais comme numériquement, elle est ultra majoritaire. Donc, et cette sensibilité, elle existe aux Pays-Bas et au Danemark.
et dans cette bande-là, on va dire la Normandie élargie. Hein. Voilà, ça c'est les restes de Guillaume le Conquérant. Et donc, tous les autres systèmes sont différents, et quand vous mettez les frontières de l'Union européenne actuelle, si vous la mettez au milieu de tout ça, ben vous apercevez qu'il y a tous les systèmes différents et que les gens ont beaucoup de mal à s'entendre. Alors, on arrive à contrebalancer ça par le fait que à un instant T, et ça ces fenêtres de tir, elles sont très étroites, il y a dans les grands pays européens, Allemagne, France, Italie, Espagne, on va dire bon, Autriche, Tchécoslovaquie, mais ce n'est pas toujours vrai, hein. Et donc de dire ben, les dirigeants qui ont été élus ont un consensus pour dire qu'il faut qu'on fasse avancer l'Europe. Alors il y a des petits créneaux de 1 ou 2 ans qui se présentent de temps en temps, une fois tous les 10 ans. Là, on fait un nouveau traité, pouf, là on dit c'est comme ça. Et puis après, à nouveau, il suffit qu'il y ait des têtes de l'art comme les Polonais et les Hongrois qui empêchent le système de fonctionner pour dire ben, c'est coincé. Puis à un certain autre moment, pouf, les dirigeants changent et on espère que ça va aller mieux. Voilà. Donc, je n'en dis pas plus. Je ne sais pas si tu l'évoqueras dans ton exposé, Jean-Pierre, mais bon, je veux dire, en fait, il y a aussi des freins ethnologiques au fait qu'on ait du mal à s'entendre, chose qui n'existe beaucoup moins aux États-Unis, parce que je rappelle, les États-Unis, c'est aussi une confédération historiquement, et ils ont réussi, alors parce que la culture dominante, c'est la culture anglo-saxonne, ils ont réussi à faire un patriotisme dans une confédération. Nous, l'énorme difficulté vis-à-vis de la défense de l'Europe, c'est que le patriotisme européen, c'est un concept qui n'existe pas et qui aura beaucoup de mal à exister à cause de, entre autres, de ce que je vous ai montré sur l'image précédente. Mais ça, seul le temps peut gommer tout doucement ces réticences ethnologiques. Oui, mais c'est parce que chaque pays a une histoire, ancienne, alors que les États-Unis ont été créés beaucoup plus tard. Ouais. Ben oui, il n'y a pas d'histoire. Et surtout, les États-Unis ont zappé une étape dans l'histoire européenne, c'est qu'il n'y a pas d'aristocratie aux États-Unis. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. D'où le fait qu'on ait eu dans tous les pays européens une aristocratie, ce boulet, on le traîne depuis, on va dire, au moins 2 millénaires. Voilà. Et ça nous gêne. Bien, eh ben, s'il vous plaît. Oui. J'ai une autre question là, concernant l'exposé de début avril. Je devais confirmer une date pour le multilatéralisme et son avenir. Oui. Et donc, je pencherai plutôt pour le 8 avril. Oui, oui. C'est toujours à l'ordre du jour dans votre… À notre… Moi, je n'ai pas d'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est celui de la communauté. Hein. Oui. Et donc, si c'est vous qui parlez, on vous écoutera le jour où vous êtes prêt et où vous voulez bien. Oui, a priori, plutôt le 8 avril, parce qu'il y a des problèmes de vacances scolaires. Mais, bien sûr, bien sûr. 8 avril. 8 avril, hein, ça serait je le changerai sur le site. OK. Bon, on en reste là. Gérard Magnin, on ne veut pas lui demander un exposé quand même. Non, mais j'ai appris beaucoup là, parce que moi, je débarque avec vous et je suis stupéfait du niveau de votre commission, en fait, parce que vous allez déjà pas mal loin. Le seul truc à propos de cette défense européenne, je vais vous dire qu'il venait, mais je vais vraiment faire le naïf, dépenser tout son argent alors que personne ne veut nous conquérir, c'est quand même un peu dommage.
Oui, enfin, on ne veut pas nous conquérir, mais on peut nous embêter. C'est pour ça que je faisais allusion à la cybersécurité. Si vous voulez, où il y a un problème dans tout ce qui est militaire, c'est que pour le conflit N+1, on n'a jamais les armes qu'il faut parce que c'est ceux du conflit N qu'on a dans stock dans le magasin. Et donc, un nouveau conflit se pointe, ah ben merde, on n'a pas la bonne fusée, le bon char, vous faites le bon procès de 40. Ben, en 14, c'était pareil. Hein. Oui, c'est vrai. On avait toujours des pantalons rouges. C'était comme ça. Donc, ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont une arme d'avance, c'est-à-dire qui ont développé l'arme du conflit N+1. Et ils se pointent. Et là, bon, ben, c'est comme l'arc et les flèches. Depuis le néolithique, ça se passe comme ça. Oui, on n'est pas toujours en train de penser à des armements pour des guerres de conquête, alors que les guerres suivantes, enfin, celles qu'on voit venir, c'est soit le terrorisme, soit la cybercriminalité. Alors là, c'est-à-dire quelle est la source de est-ce que ce sont le complexe militaire? Je ne dis pas militaro-industriel. Est-ce que c'est le complexe militaire ou est-ce que c'est le complexe industriel? J'aurais plutôt tendance à dire que les industriels ont en principe un petit coup d'avance pour dire ben, j'imagine des nouvelles solutions. Les militaires, par définition, sont conservateurs et donc font toujours du développement, de la guerre, du conflit précédent, en les faisant de plus en plus sophistiqués. Je rappelle quand même que pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout pays confondu, on a fait quasiment 1 million d'avions. Aujourd'hui, vous regardez le nombre d'avions qu'on peut faire avec la sophistication des chasseurs bombardiers tels qu'ils sont aujourd'hui. Même avec la puissance industrielle de tous les pays les plus sophistiqués, on saurait en faire, quelques centaines, mettons quelques milliers, tous pays confondus. Et ils sont tellement sophistiqués qu'en 24 heures, ils peuvent tous se neutraliser mutuellement et tous se détruire. Et puis après, une fois qu'on a tout cassé les beaux jouets, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, mais oui, on peut... il y a du pain sur la planche. Et ce n'est pas moi qui vais donner la solution. Non, mais moi. Michel. Oui, je vous donne une information parce que je vois que Gérard est intéressé. Allez chercher sur Internet le rapport qu'a fait Danjean en décembre 11-12-2019. C'est le document, ce rapport-là. Il est intéressant parce qu'il répond aux questions qui viennent poser. Parce que je n'ai pas eu le temps de vous exposer, parce qu'il faudrait encore 2-3 séances, mais la commission a réfléchi nettement sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il faudrait faire, pour être pas trop mauvais si on aime nous gratter les pieds. Donc voilà, ce document s'appelle « Rapport sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune ». 2019/2135. Oui, mais on va garder sur Google. On le trouve et là, en 10 pages, on a toutes les réponses qu'on se pose sur l'avenir. D'accord, je vais aller le voir, je vais le trouver. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je vais vous couper le sifflet et le mien en même temps. Hein. Bien, merci. Merci d'avoir. Merci, Michel. Allez, merci. À bientôt. Merci. Et merci. Je vous le mets sur le site. Hein. Voilà. Je vous le avec un petit mail. Voilà. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir à tous.